On était en l'an 1542, et un silence, épais et suffocant, s'était abattu sur la tour de Londres, un calme si profond qu'il semblait engloutir le son même du cours du fleuve. À l'intérieur de ces murs de pierre froids et humides, une reine, ou plutôt une jeune fille qui avait été reine, passait sa dernière nuit à répéter sa propre mort. Elle était à peine une femme, une adolescente emportée dans le spectacle brutal du pouvoir, pour finalement se briser sur ses rochers. On disait qu'elle avait demandé que le billot du bourreau soit apporté dans ses appartements, une requête étrange et macabre, afin de savoir comment placer sa tête. Imaginez la scène. Un coup frêle répétant sa rencontre finale et violente avec l'acier affûté. Qu'est-ce qui a mené cet enfant, la rose sans épines d'Henri VIII, à cette sinistre répétition? C'est l'histoire non seulement d'un échec personnel, mais d'une cour si imprégnée d'ambition et de paranoïa qu'elle dévorait les siens. Et maintenant, nous vous demandons de mettre la vidéo en pause et de vous abonner à notre chaîne. Pour que nous puissions continuer à créer des vidéos similaires, nous devons atteindre 1000 abonnés le plus rapidement possible. Merci. Alors que nous nous plongeons dans ce récit de ruines, préparez-vous, car c'est un voyage au cœur d'un royaume gouverné par un homme qui était plus une force de la nature qu'un simple monarque. En 1540, le roi Henri VIII n'était plus le prince beau et athlétique de sa jeunesse. C'était une créature boursouflée, suppurante, en proie à une douleur immense et d'une volatilité terrifiante. Une vieille blessure de joute à la jambe s'était ulcérée, une plaie nauséabonde et suintante qui le tourmentait quotidiennement, empoisonnant son corps et son humeur à parts égales. Son ego démesuré, déjà légendaire, était désormais aigri par la suspicion et une insécurité profonde et rongeante quant à sa propre mortalité et à l'avenir de son royaume. Il avait rompu avec Rome, décapité une reine, divorcé d'une autre et perdu une troisième en couches, tout cela dans une quête désespérée pour un héritier mâle légitime et une succession stable. Son quatrième mariage, une alliance politique avec la princesse allemande Anne de Clèves, s'était soldé par une annulation rapide et humiliante, le roi déclarant notoirement son incapacité à consommer l'union, un aveu public d'impuissance qui ne fit qu'attiser les feux de sa rage privée. Dans ce chaudron de désespoir royal et de manœuvres politiques, entra Catherine Howard, un bijou présenté au moment parfait et périlleux. Elle était la nièce du puissant duc de Norfolk, le chef de la faction catholique conservatrice à la cour, qui vit en sa nièce vive et jolie une clé pour déverrouiller le pouvoir ultime. Les Howard étaient en pleine ascension, une famille dont l'ambition n'avait d'égal que leur cruauté, et ils placèrent Catherine à la cour comme une pièce d'échec soigneusement positionnée, un pion destiné à devenir une reine et à assurer leur domination sur leurs rivaux, notamment la faction réformiste menée par la famille Seymour. Elle devait être l'antidote à la jument allemande, la jument des Flandres, une rose anglaise jeune et vibrante qui captiverait le roi malade, apaiserait sa fierté blessée et, plus important encore, le lierait inextricablement à la cause des Howard. C'était une manœuvre politique brillante, une lutte pour l'âme même de l'Angleterre, mais qui plaçait un poids démesuré sur les frêles épaules d'une jeune fille tragiquement et terriblement mal préparée au rôle qu'on la forçait à jouer. Sa propre histoire, un passé rempli de secrets et d'indiscrétions de jeunesse, était une graine empoisonnée qui, une fois plantée dans le sol fertile de la cour des Tudors, ne pouvait que devenir un arbre de destruction, ses branches s'étendant vers tous ceux qui l'avaient un jour approché. Le décor était planté pour une tragédie aux proportions véritablement épiques, l'histoire de la quête d'affection d'une adolescente se heurtant aux réalités brutales de la politique dynastique, menant à l'une des chutes les plus tristement célèbres et horribles de l'histoire anglaise. Pour comprendre la tragédie de la reine, il faut d'abord retourner dans le monde chaotique et moralement ambigu qui a forgé la jeune fille. Catherine Howard n'a pas été élevée dans l'environnement structuré et rigoureux typique d'une dame de haute naissance de son époque. Ses années de formation se sont déroulées dans la maisonnée tentaculaire et peu surveillée de sa belle-grand-mère, la duchesse douairière de Norfolk, au palais de Lambeth. Ce n'était pas un palais de décorum et d'études savantes, mais un établissement animé, presque bohème, un lieu où des dizaines de jeunes pupilles, de bonne naissance mais appauvries, étaient logées ensemble avec peu de surveillance. La duchesse vieillissante était souvent absente, à la cour, laissant ses jeunes protégés livrés à elles-mêmes dans ce que l'on appelait la chambre des demoiselles. Ici, les secrets étaient une monnaie d'échange et la séduction un passe-temps. C'était un environnement de serre, où les désirs de jeunesse s'épanouissaient dans l'ombre, loin des regards indiscrets de leurs tuteurs. C'est dans ce décor que les premiers fils de la perdition de Catherine furent tissés. Elle attira l'attention de son professeur de musique,
un homme nommé Henry Manox, qui, enhardi par l'atmosphère laxiste, manipula la jeune fille, se livrant à des intimités qui, bien que n'allant peu, être pas jusqu'à l'acte final, représentaient une violation profonde et dangereuse de la confiance et des mœurs sociales. Il était entiché, et elle, une jeune fille probablement en manque d'affection et d'attention, fut entraînée dans une relation clandestine qui sema les premières graines de sa réputation ultérieure. Mais ce n'était qu'un prélude, le murmure de la tempête à venir. Une liaison bien plus sérieuse s'ensuivit avec un gentilhomme nommé Francis Derriam, un secrétaire de la maisonnée de la duchesse. Leur relation n'était pas une simple amourette. Des témoins décriront plus tard une liaison passionnée et pleinement consommée. Derriam et Catherine se seraient appelés mari et femme, un contrat verbal qui, aux yeux de l'Église de l'époque, avait un poids dangereux, constituant un pré-contrat de mariage potentiel. Ils partageaient un lit, échangeaient des cadeaux et parlaient d'un avenir commun, tout cela au nez et à la barbe des autres jeunes filles de la chambre. C'était imprudent, passionné et totalement catastrophique. L'affaire fut finalement découverte, menant à une confrontation furieuse et au bannissement de Derriam de la maisonnée, mais le mal était fait. Le secret de cette relation était désormais un savoir partagé par un petit cercle de personnes, un réseau d'anciennes compagnes de chambre et de serviteurs qui portaient avec eux la connaissance du passé de Catherine. Quand son oncle, le duc de Norfolk, l'arracha à cette obscurité et la plaça sous les feux éblouissants et mortels de la cour royale, il ignorait cette histoire ou, plus probablement, choisit de l'ignorer délibérément, une erreur de calcul fatale. Il ne voyait que sa jeunesse et sa beauté comme des atouts, ne reconnaissant pas que son passé était un passif aux proportions monumentales, un fantôme qui la suivrait inévitablement dans les grands couloirs du pouvoir. Son arrivée à la cour ne fut rien de moins qu'un coup de maître politique, un coup parfaitement synchronisé dans le jeu à haut risque de la succession et de l'influence des Tudors. Placée comme dame de compagnie de la nouvelle reine, Anne de Clèves, Catherine Howard était une touche de couleur vibrante sur une toile terne. Là où Anne était ordinaire, réservée et étrangère, Catherine était menue, vive et typiquement anglaise. Elle était charmante, elle savait chanter et danser, et elle possédait une énergie juvénile qui était enivrante pour le roi vieillissant et malade. Henri VIII, piégé dans un mariage qu'il trouvait répugnant et piqué au vif par l'humiliation publique de sa propre impuissance proclamée, fut instantanément épris. Il vit en Catherine non seulement un joli visage, mais une chance de rajeunissement, une fontaine de jouvence qui pourrait laver sa maladie, ses angoisses et ses frustrations politiques. La cour fut un tourbillon, un spectacle public d'engouement royal. Le roi, un homme approchant la cinquantaine, agissait comme un adolescent éperdu d'amour, comblant l'adolescente de cadeaux de terre, de bijoux et de beaux vêtements. Il l'appelait ça « rose sans épines », son véritable joyau de la féminité, une déclaration publique qui visait autant à se convaincre lui-même qu'à la louer. Pour Henri, Catherine était un symbole de sa propre virilité et de son pouvoir, un magnifique jeune trophée qui prouvait au monde, et à lui-même, qu'il était toujours le monarque magnifique de sa jeunesse. L'annulation du mariage avec Anne de Clèves fut menée avec une rapidité impitoyable, et 6 jours seulement après sa finalisation, à l'été 1540, Henri épousa Catherine lors d'une cérémonie privée. À moins de 20 ans, Catherine Howard, la jeune fille de la maisonnée non surveillée de Lambeth, était reine d'Angleterre. Pour sa famille, les Howard, c'était le triomphe ultime. Leur sang siégeait désormais sur le trône, leur influence était suprême et leur programme religieux conservateur semblait assuré. Ils avaient déjoué leurs rivaux, les Seymour, et avaient placé leur nièce au centre même du pouvoir. Mais la cage dorée de la royauté était un endroit dangereux pour une fille avec tant de secrets. Les personnes même qui connaissaient son passé, les témoins de sa liaison avec Francis Derriam, virent son élévation non pas comme un triomphe lointain mais comme une occasion en or. Croyant que leur silence pouvait être acheté ou que leur lien avec la nouvelle reine leur donnait droit à des faveurs, ils commencèrent à sortir de l'ombre, cherchant des postes à la cour, apportant par inadvertance la bombe à retardement de l'histoire de Catherine en plein cœur du palais. La rose pouvait paraître parfaite à l'extérieur, mais ses racines étaient enchevêtrées dans un passé qui ne pouvait être élagué si facilement. La cour célébrait la nouvelle reine, symbole d'espoir et de bonheur royal, ignorant totalement que son règne était bâti sur des fondations d'une fragilité terrifiante. La vie de reine était une ascension vertigineuse dans un monde de luxe inimaginable et de protocoles suffocants. Pendant un temps, Catherine sembla s'en délecter,
embrassant le style de vie somptueux qui accompagnait le statut de consort du roi d'Angleterre. Henri, totalement captivé par sa jeune épouse, était plus indulgent que jamais. Il lui accorda de vastes domaines, une maisonnée grouillante de serviteurs et une garde-robe d'une dépense à couper le souffle, remplie de robes françaises, de bijoux et de fourrures. Le couple royal se lança dans un grand voyage à travers le nord de l'Angleterre en 1541, une démonstration spectaculaire de pouvoir et d'apparat conçue pour impressionner la région qui s'était autrefois soulevée en rébellion contre les réformes religieuses du roi. Catherine était au centre de ce spectacle, la belle jeune reine aux côtés du magnifique roi. Pourtant, sous le vernis du bonheur royal, les pressions de sa position commencèrent à s'accumuler. C'était une adolescente, sans éducation dans les arts complexes de la politique et de la diplomatie, entourée d'intrigants chevronnés et de murmures d'intrigues. Son devoir principal, comme pour toutes les reines d'Henri, était de produire un héritier mâle, une pression constante et tacite qui pesait sur elle chaque jour. De plus, la jeune fille vibrante et enjôleuse trouvait que la vie formelle et restrictive de reine était une cage dorée. Elle était constamment observée, chacun de ses mouvements scrutés. La liberté qu'elle avait connue à Lambeth avait disparu, remplacée par une étiquette rigide qui gouvernait chaque instant de sa vie. C'est dans cet environnement d'ennui et d'isolement qu'elle commit son erreur la plus fatale. Au lieu de se distancier de son passé, elle le rapprocha. Peu, être par sens de l'obligation, ou par une croyance naïve qu'elle pouvait contrôler le récit de sa propre vie, elle nomma plusieurs personnes de la maisonnée de la duchesse douairière à sa propre suite royale. De la manière la plus catastrophique, elle donna un poste d'huissier gentilhomme à nul autre que Francis Derryham, l'homme avec qui elle avait partagé un lit et une promesse de mariage. C'était un acte d'une imprudence à couper le souffle. En le faisant entrer dans la maison royale, non seulement elle gardait son plus grand secret dangereusement proche, mais elle signalait aussi à d'autres personnes de son passé que la nouvelle reine était accessible. Une autre figure de séjour à Lambeth, une femme nommée Joanne Bulmer, lui écrivit, mi-plaisantant, mi-menaçant, « Quand je vous ai vu pour la dernière fois, vous étiez vierge et vous l'êtes toujours. L'implication était claire, nous savons qui vous étiez. » La cage se rétrécissait, l'air se raréfiait, et Catherine, agitée et peu, être seule, commença à chercher un autre genre d'affection, une affection qui lui rappelait la liberté qu'elle avait perdue. Son regard se posa sur l'un des favoris du roi lui-même, un homme dont la proximité avec le trône faisait de lui le choix le plus dangereux de tous. L'objet des dangereuses affections de la reine était Thomas Culpeper, un gentilhomme de la chambre privée du roi. Culpeper était tout ce que le vieillissant Henri n'était pas. Il était jeune, beau et charismatique, connu à la cour pour sa tenue à la mode et son assurance. Il était également un courtisan de confiance et favori du roi, dormant souvent dans la chambre à coucher royale, une position d'accès intime et de privilèges immenses. Il avait une réputation de séducteur et d'homme au tempérament instable, mais pour la jeune reine isolée, il a dû apparaître comme un personnage fringant tiré d'un roman d'amour. Le lien entre eux fut facilité par l'une des dames de compagnie les plus fiables de la reine, une femme qui aurait dû être plus avisée, Jane Boleyn, Lady Rochford. Lady Rochford était elle-même une figure de tragédie et de scandale. Elle était la veuve de George Boleyn, le frère d'Anne Boleyn, qui avait été exécuté aux côtés de sa sœur, en partie sur la base du témoignage de sa propre femme. Désormais, elle devint l'intermédiaire pour une autre reine et un courtisan, organisant des rencontres secrètes et portant des messages. Ce qui suivit fut une série de rencontres clandestines, d'une audace à couper le souffle. Usant de sa position, Lady Rochford faisait en sorte que Culpeper monte par l'escalier de service jusqu'aux appartements de la reine tard dans la nuit, souvent pendant que la cour était en voyage royal. Pendant que le roi malade dormait, sa jeune épouse recevait un amant à quelques pièces de là. Ce n'étaient pas de simples rencontres innocentes. Catherine aurait fait des cadeaux à Culpeper, et une lettre, que l'on pense être de sa propre main, fut découverte plus tard. Dedans, elle exprimait son désir ardent pour lui, écrivant « Mon cœur est bien endolori » et terminant par la phrase terriblement incriminante « Votre tant que durera la vie ». C'était une déclaration d'amour, une preuve tangible qui scella son destin. Ce n'était pas une indiscrétion d'avant son règne comme l'affaire Derryham. C'était un adultère commis par la reine d'Angleterre contre le roi lui-même. C'était de la haute trahison. L'imprudence pure de cet acte est difficile à comprendre. Peu, être Catherine se croyait-elle intouchable, protégée par l'amour obsessionnel du roi. Peu, être était-elle simplement une adolescente naïve, poussée par la solitude et le désir d'une affection sincère
incapable de saisir le danger mortel de ses actes. Quelle que soit la raison, elle jouait avec le feu dans un palais, fait de poudre à canon, entouré d'ennemis qui n'attendaient qu'une étincelle. L'affaire ne resta pas secrète longtemps. Dans une cour bâtie sur les ragots et la surveillance, une liaison à si haut risque était un secret impossible à garder. Les murmures avaient déjà commencé. Le délitement du monde de la reine Catherine commença non pas par un coup de tonnerre, mais par un murmure, une seule voix prononçant une vérité dangereuse à la bonne oreille. Le catalyseur fut un homme nommé John Lascelles, un réformateur protestant dont la sœur, Mary Hall, avait été servante dans la maisonnée de la duchesse douairière de Norfolk à Lambeth. Elle avait été témoin de la liaison de jeunesse de Catherine avec Francis Derriam. Lascelles, qui ne portait pas la famille conservatrice des Howard dans son cœur, vit une occasion de faire tomber ses ennemis politiques et religieux. Il approcha le seul homme qu'il savait capable de comprendre la gravité de l'information et d'avoir le courage d'agir, Thomas Cranmer, l'archevêque de Canterbury. Cranmer était une figure de proue de la réforme anglaise et un survivant politique avisé qui avait navigué les courants traîtres de la cour d'Henri pendant des années. Il écouta attentivement tandis que Lascelles relatait l'histoire de sa sœur sur le passé impudique de la reine, sur les nuits passées avec Derriam et leurs promesses prémaritales. Cranmer comprit immédiatement les implications calamiteuses. Ce n'était pas un simple commérage. C'était un poignard pointé au cœur de la faction Howard et une menace directe pour la stabilité de la couronne. Il savait que présenter une information aussi explosive au roi versatile était une tâche périlleuse. Accuser la rose sans épines, bien-aimée du roi, pouvait facilement être considéré comme une trahison en soi si les accusations ne pouvaient être prouvées. Henri était, à ce moment, au zénith de son bonheur avec Catherine, déclarant publiquement qu'il n'avait jamais connu un tel bonheur conjugal. Briser cette illusion serait s'exposer à la force pleine et terrifiante de la colère du roi. Cranmer procéda avec une extrême prudence, lançant d'abord une enquête discrète. Il alla trouver Mary Hall elle-même, qui confirma chaque détail que son frère avait relaté. Plus il creusait, plus la situation empirait. L'enquête découvrit bientôt non seulement l'ancienne liaison avec Derriam, mais aussi le secret bien plus traître de la relation actuelle de la reine avec Thomas Culpeper. La toile de tromperie était bien plus vaste et plus dangereuse qu'il ne l'avait imaginé au départ, impliquant non seulement la reine, mais un gentilhomme de la chambre privée et la propre dame de compagnie de la reine, Lady Rochford. Armé de preuves irréfutables et de témoignages sous serment, Cranmer savait qu'il ne pouvait plus garder le secret. Pendant la messe du jour de la Toussaint en 1541, alors que le roi rendait publiquement grâce à Dieu pour la bonne vie qu'il menait avec sa reine parfaite, l'archevêque Cranmer glissa discrètement une lettre dans la main d'Henri, détaillant les accusations dévastatrices. La réaction du roi ne fut pas une rage explosive et immédiate, mais quelque chose de bien plus glaçant, une incrédulité totale. Il rejeta la lettre, la qualifiant de fabrication malveillante, de vile conspiration concoctée par ses ennemis pour lui voler son bonheur. Il ne pouvait pas, ou ne voulait pas, croire que son joyau, sa rose parfaite, puisse être si terni. Il ordonna à Cranmer d'enquêter davantage, convaincu que l'archevêque découvrirait le complot et démasquerait les menteurs. Cet ordre royal, cependant, donna à Cranmer l'autorité dont il avait besoin pour agir de manière décisive. Il agit rapidement, arrêtant Francis Derriam et Thomas Culpeper, ainsi que des témoins clés de la maisonnée de Lambeth. Sous un interrogatoire intense à la Tour de Londres, probablement accompagné de la menace, sinon de l'application, de la torture, toute l'histoire éclata. Derriam, espérant peu, être la clémence, avoua sa relation charnelle avec Catherine avant son mariage avec le roi, mais nia avec véhémence tous méfaits depuis qu'elle était devenue reine. Fait crucial, dans une tentative de détourner le blâme, il impliqua Thomas Culpeper, affirmant que la reine le favorisait maintenant. C'était le dernier clou dans le cercueil. Quand les interrogateurs tournèrent leur attention vers Culpeper, ils trouvèrent la lettre d'amour compromettante de Catherine, la preuve tangible de leur liaison traîtresse. Confrontés aux preuves, Culpeper et l'intermédiaire de la reine, Lady Rochford, avouèrent leur rôle dans les rencontres secrètes. Cranmer possédait maintenant un récit complet et accablant de toute l'histoire amoureuse de la reine, avant et pendant son mariage. Il présenta ces preuves accablantes au roi. L'impact fut cataclysmique. L'incrédulité d'Henri vola en éclats, remplacée par une tempête de fureur, de chagrin et d'apitoiement profond. Les chroniqueurs rapportèrent que le grand roi, le redoutable souverain d'Angleterre, s'effondra complètement, pleurant et se lamentant sur son terrible sort d'être uni à des épouses si mal conditionnées.
Il fulmina contre son conseil pour la lui avoir amenée, puis tourna sa fureur contre Catherine elle-même, ordonnant son confinement immédiat. L'illusion de son mariage heureux n'était pas seulement brisée, elle était réduite en poussière, révélant l'amère réalité sous-jacente. Pour Henri, c'était la trahison ultime, une blessure personnelle bien plus profonde que n'importe quel échec politique, une attaque contre son honneur, sa virilité et son jugement. Il n'y aurait aucune pitié. La machine légale et politique de l'État Tudor, un instrument affûté par Henri pour de telles occasions, tourna maintenant sa pleine et terrifiante force contre la jeune reine et tous ceux qui lui étaient liés. La chute fut aussi rapide que l'ascension avait été éblouissante. Un instant, Catherine était la reine d'Angleterre, le centre de l'univers de la cour. L'instant d'après, elle était une prisonnière, son monde se réduisant aux confins de ses appartements au palais de Hampton Court. Quand le conseil, mené par un archevêque Cranmer au visage sombre, la confronta aux accusations, elle réagit d'abord par un déni paniqué. Mais alors que le poids des preuves, les confessions de Dereham et de Culpeper, lui étaient présentées, elle s'effondra dans un état décrit comme de la frénésie. Elle fut saisie de crises de terreur et d'hystérie, son sang-froid l'abandonnant complètement. C'était la réaction terrifiée non pas d'une adultère calculatrice, mais d'une jeune fille effrayée qui venait de réaliser la conséquence mortelle de ses actes. Elle fut dépouillée de son titre de reine, sa maison royale fut dissoute, et elle fut envoyée en résidence surveillée à l'ancienne abbaye de Sion. Pendant ce temps, la vengeance de l'État se poursuivit avec une efficacité brutale. En décembre 1541, Thomas Culpeper et Francis Dereham furent jugés et déclarés coupables de haute trahison. Leur sentence était horrible, même pour les normes de l'époque. Culpeper, en raison de sa naissance noble et de son ancienne faveur auprès du roi, se vit accorder la légère pitié d'une simple décapitation. Sa tête fut placée sur une pique au sommet du pont de Londres. Francis Dereham, cependant, en tant que roturier qui avait osé toucher une future reine, ne bénéficia d'aucune clémence. Il fut soumis au rituel barbare complet d'être pendu, éviscéré et écartelé. Il fut partiellement étranglé, éventré alors qu'il était encore en vie, puis son corps fut taillé en 4 morceaux, un spectacle public macabre conçu comme un avertissement terrifiant pour quiconque oserait transgresser l'honneur du roi. Les Howard, la puissante famille de Catherine, furent déshonorés. Le duc de Norfolk, son oncle, se démena pour sauver sa propre peau, écrivant une lettre servile au roi dans laquelle il condamnait sa nièce, et sa nièce par alliance ingrate, Lady Rochford, et remerciait le roi de ne pas l'avoir condamnée avec elle. L'ambition de la famille les avait menés au sommet du pouvoir, et maintenant elle les avait conduits au bord de la ruine. Emprisonnée à Sion, Catherine elle-même finit par s'effondrer et fit une confession complète et désespérée, détaillant son histoire avec Dereham et admettant ses indiscrétions avec Culpeper, bien qu'elle maintint que leur relation n'avait pas été pleinement consommée. Cela importait peu. En janvier 1542, le Parlement adopta un « Bill of Attainder », un acte législatif qui déclarait une personne coupable d'un crime sans la formalité d'un procès. Il condamnait Catherine Howard et Jane Boleyn, Lady Rochford, à mort pour haute trahison. Le projet de loi reçut la sanction royale, et le dernier acte de la tragédie était prêt. Catherine fut déplacée de Sion vers sa destination finale, la sinistre et menaçante forteresse de la Tour de Londres. Les 24 dernières heures de la vie de Catherine Howard furent une pièce de théâtre politique méticuleusement mise en scène, conçue pour projeter le pouvoir absolu et terrible de l'État Tudor. Le soir du 12 février 1542, dans les murs de pierre froids de ses appartements de la Tour, la jeune fille condamnée aurait fait son étrange requête. Elle demanda que le billot du bourreau lui soit apporté, un accessoire morbide pour une dernière répétition. Imaginez la scène, le bois rugueux et solide, taché du souvenir des exécutions passées, transporté dans sa chambre. Elle passa des heures avec lui, ce fantôme de sa propre faim, s'entraînant à s'agenouiller, à placer son cou, s'assurant que dans son dernier moment public, elle ne faillirait pas. C'était peu, être une dernière tentative désespérée de reprendre une once de contrôle, de maîtriser la performance finale d'une vie qui avait échappé à son contrôle de manière si catastrophique. Le matin du 13 février, un jour d'hiver froid et gris, la scène était prête. À l'intérieur des murs de la tour, sur un échafaud érigé sur Tower Green, un espace réservé aux exécutions de prisonniers de haut rang, une petite foule de dignitaires et d'officiels se rassembla. Il ne s'agissait pas d'un spectacle public pour le commun des mortels de Londres, mais d'un avertissement privé et solennel à la classe dirigeante.
Catherine fut conduite depuis ses appartements, accompagnée par le connétable de la tour. On dit qu'elle apparut pâle et frêle, mais digne. Lady Rochford, sa co-conspiratrice et compagne dans la mort, fut également amenée. Catherine monta sur l'échafaud, regarda la petite et sinistre assemblée, et prononça son dernier discours. Les mots qui nous sont parvenus à travers l'histoire, bien que probablement polis par les chroniqueurs, brossent un tableau de piété et de repentance. On rapporte qu'elle confessa ses péchés, admettant qu'elle méritait de mourir pour sa trahison d'un prince miséricordieux et généreux. Elle reconnut la justice de sa sentence, mais maintint que sa punition ultime était méritée non pas pour les crimes commis en tant que reine, mais pour la vie immorale qu'elle avait menée avant même de rencontrer le roi. Dans ses derniers moments, elle aurait prononcé le nom de Thomas Culpeper, déclarant qu'elle mourrait en reine, mais qu'elle aurait préféré mourir en tant qu'épouse de Culpeper. Ce fut un dernier et obsédant aveu d'amour, une dernière lueur de la passion imprudente qui l'avait conduite en ce lieu. Puis, elle s'agenouilla, posa sa tête sur le bois froid et familier du billot, et d'un seul coup rapide de la hache du bourreau, tout fut terminé. La vie de Catherine Howard, la reine adolescente, s'éteignit. Jane Boleyn, Lady Rochford, la suivit quelques instants plus tard. 2 têtes de plus, symbole de la fragilité et de la trahison féminine, rejoindraient bientôt l'étalage sinistre sur le pont de Londres. La mort de Catherine Howard envoya une onde de choc à travers la cour des Tudors, mais ce fut une vague de peur et de consolidation, non de rébellion. Son exécution servit son but premier, une démonstration terrifiante du pouvoir absolu du roi et des conséquences fatales de la trahison, tant personnelle que politique. Dans l'immédiat, le roi et le Parlement s'empressèrent de codifier cette terreur en loi. Une loi fut adoptée faisant de la haute trahison pour toute femme, au passé impudique, d'accepter d'épouser le roi, sans d'abord lui révéler son histoire. Elle devint connue familièrement comme le « Acte pour la chasteté des reines », une législation née directement de l'humiliation personnelle d'Henri, liant à jamais le corps féminin à la sécurité de l'État. La famille Howard, autrefois puissante, fut complètement humiliée. Bien que le duc de Norfolk ait réussi à se distancier de la chute de sa nièce, le prestige de sa famille fut profondément blessé et leur influence à la cour fut éclipsée par leurs rivaux. Ils avaient volé trop près du soleil sur les ailes de cire de la jeunesse de leur nièce et la chute fut sévère. Henri VIII lui-même fut changé à jamais. La trahison de sa rose sans épines sembla éteindre les dernières braises de romantisme en lui. Il s'enfonça plus profondément dans la paranoïa et la mauvaise santé, devenant la figure tyrannique et isolée de ces dernières années. Il se marierait une fois de plus, avec la pieuse et stable Catherine Parr, qui servirait plus de garde-malade et de compagne que de partenaire romantique. Le fantôme de Catherine Howard, la jeune fille vive qui l'avait brièvement fait se sentir jeune à nouveau, entrait le reste de son règne. Son héritage est complexe et sombre. Pendant des siècles, elle fut rejetée comme une dévergondée, une jeune fille sotte et immorale qui avait provoqué sa propre destruction méritée. Mais une vision plus moderne et nuancée la voit comme une figure tragique, une victime autant qu'une coupable. C'était une adolescente, projetée dans un monde de pouvoir immense et d'intrigues mortelles pour lequel elle n'était absolument pas préparée. Sa chute fut orchestrée par sa propre insouciance juvénile, oui, mais elle fut aussi une conséquence directe des ambitions de sa famille, de la nature prédatrice de la cour des Tudors et de l'orgueil blessé d'un roi terrifiant. Son histoire sert de rappel intemporel et glaçant de la vulnérabilité des individus lorsqu'ils sont pris dans les rouages écrasants du pouvoir, une leçon d'histoire morbide sur la façon dont les désirs personnels peuvent devenir une trahison politique et comment une jeune fille, autrefois qualifiée de bijou, a pu être si rapidement et brutalement rejetée et détruite.